ABK Matin, l'interview. C'est président que votre seule présence a suffi pour apporter un plus à ces populations? Je n'ai pas fait qu'être présent, même si je n'ai pas voulu le médiatiser. Je vous dis que j'ai laissé mon numéro à beaucoup de familles, beaucoup de personnes. Je n'ai pas envie d'en faire la publicité ici, Oui. mais ça me regarde, mais c'est une question de conscience. Oui. Je dis simplement qu'il ne faut pas faire de la nécropolitique. Je déteste les nécropoliticiens qui vivent sur les cendres de la douleur humaine. C'est totalement inacceptable. Donc je redis ici que ce comportement est à proscrire dans le domaine, dans le monde politique, parce que déjà, la politique ne suscite plus autant d'engouement. Le comportement des hommes politiques laisse à désirer depuis plusieurs années. Ce n'est pas le lieu d'enfoncer le clou, quoi. Vous l'avez dit dans votre propos liminaire, le Cameroun fait face à une crise de logement. Le gouvernement également peine à apporter des solutions à cette crise du logement. On a d'une part les logements sociaux, vous l'avez évoqué, existants, qui ne sont pas occupés par des personnes à revenus moyens, comme c'est prévu, et on a d'autre part l'absence de nouveaux logements sociaux qui ont été construits. Et Célestin Diamé, la résolution de cette crise du logement pourrait constituer un début de solution dans le cadre de la lutte contre l'occupation des zones à risque. Comment est-ce qu'on fait, puisqu'aujourd'hui on parle des caisses de l'État qui sont vides, le Cameroun n'a pas de moyens et le budget de l'État du Cameroun ne pourrait pas permettre de pouvoir porter ce type de projet? Où les caisses de l'État sont vides, vous y croyez? Non, c'est vrai que sur le papier, on est... On ne va pas croire que les membres du gouvernement sont des menteurs. On ne pourrait pas le penser. Ils le sont souvent, pas tous, mais ils le sont souvent, il ne faut pas être naïf. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut parler de 12 000 milliards de dettes, dont 9 000 milliards de dettes extérieures, oui, et 3 000 de dettes intérieures. Mais je pense que globalement, quand on écoute le ministre des Finances, M. Botazé, on n'a pas dépassé, n'est-ce pas, le plafond du quota autorisé pour les dettes, pour l'endettement public. Et donc ça veut dire que les caisses ne sont pas vides. Et d'ailleurs, quand vous voyez la dilapidation des biens publics dans des secteurs non productifs, on peut se poser la question effectivement de savoir si les caisses sont vides ou pas. Nous, Cameroun, est un pays malheureusement double champion de la corruption, et l'argent coule à flot tous les jours. Sauf que cet argent est orienté vers la main de certains prévaricateurs des deniers publics, alors que le peuple est en train de souffrir en permanence. Donc je pense qu'il y a de l'argent. Il faut simplement mettre en place une politique de bonne gouvernance, une politique de redistribution des richesses, parce qu'en vérité, l'État, c'est qui? L'État, c'est vous et moi. Donc si l'État, c'est vous et moi, je pense que l'effort qui est consenti par tous les citoyens au quotidien doit être justement reconnu, et c'est reconnu effectivement par le fait qu'il y a d'abord un minimum salarial qui est mis en place, et puis une prise en charge pour les plus démunis, en tout cas pour les plus handicapés. Un minimum salarial qui n'est pas toujours respecté, parce que si on voit le mouvement, si on sentit un mouvement d'humeur au TS concernant les enseignants du secondaire et les revendications des enseignants du supérieur, on va comprendre déjà que l'État peine à respecter ses engagements. Voilà, ça s'appelle la malgouvernance, et donc il faut justement que APA arrive aux affaires, oui, pour mettre le train sur le rail. Ce sera possible en 2025? Eh bien écoutez, l'histoire vous dira si c'est possible ou pas. Pour l'instant, je pense que les Camerounais ont besoin de se frotter, n'est-ce pas, au projet de société du mouvement APA que j'ai l'honneur de présider. Je pense d'abord qu'il faut relancer la croissance. Relancer la croissance, ça suppose que les salaires soient déjà augmentés, parce que le Cameroun a les moyens d'augmenter les salaires dans le privé ou dans le public. Vous savez que nous sommes quasiment aujourd'hui l'un des grands producteurs de pétrole en Afrique subsaharienne, oui, même si on n'est pas dans le top 3, mais n'empêche, nous avons énormément de ressources humaines, et nous sommes l'un des rares pays d'Afrique noire, effectivement, à cumuler autant de richesses. Alors je ne peux pas comprendre que les habitants soient dans une telle précarité. Donc il faut déjà mettre en place une bonne politique publique, une politique d'austérité s'il le faut, économique, une politique de relance de la croissance par les salaires et par l'incitation fiscale, parce que j'estime qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui malheureusement mettent la clé sous le paillasson parce qu'ils n'arrivent pas, étant donné qu'ils croulent quand même sous le poids des impôts, ils n'arrivent pas à décoller.
Donc APA préconise, n'est-ce pas, l'exemption fiscale pour les jeunes entrepreneurs qui prendront au moins 3-4 ans, le temps de se faire un matelas financier, et puis ensuite l'État pourrait venir leur demander des impôts. Mais on ne peut pas commencer à écraser les jeunes entrepreneurs au début de leur projet, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que je préconise que vous m'invitiez de manière régulière pour que je fasse aussi connaître mon projet de société, n'est-ce pas, aux jeunes Camerounais notamment, qui ont envie de savoir, après près de 40 ans d'échec d'une politique austère qui n'a malheureusement pas porté ses fruits, je considère qu'il y a d'autres forces alternatives. La vieille opposition a totalement échoué, à part incarne aujourd'hui la nouvelle opposition. Parce que l'ancienne opposition a passé son temps à dire bien Moscou. Et il se trouve que non seulement bien n'est pas beau, mais en plus, il est toujours aux commandes et il dicte toujours sa loi. Et de manière d'ailleurs. L'opposition peut ne pas vous donner, en fait, ne pas penser que vous puissiez changer les choses aussi. Ça, c'est le problème. La vieille opposition s'est montrée totalement incompétente. Vous avez fait partie, Célestin Djamène, de la vieille opposition. Il faudrait aussi le préciser. C'est pour ça que j'en suis parti. D'ailleurs, parce que justement, je trouvais leur méthode totalement inefficace. Alors, on va quand même pas m'en refaire le reproche, parce qu'en réalité, pour porter la critique, il faut quand même vivre de l'intérieur ce qui se passe réellement. Donc aujourd'hui, comment dirais-je, fort de cette expérience, j'ai donc, avec mes amis, mis en place le mouvement APA, qui préconise une autre politique différente. Politique, je le rappelle, de prise en charge sociale pour les plus démunis, les handicapés, pour les vieilles personnes, les personnes âgées si vous préférez, et effectivement sur le plan, comment dirais-je, de la justice, une réforme de la justice. Parce qu'il y a trop d'injustice dans ce pays, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens que moi j'ai vus en prison, puisque moi j'y étais pour les raisons que vous savez, et j'ai vu des jeunes qui n'avaient pas leur place en prison. On ne peut pas comprendre que les jeunes de 19 ans soient en prison avec les adultes. Ça a pour but quoi? De les endurcir encore plus dans la délinquance. Donc il y a tout ça à réformer, et aussi le fait d'ailleurs que dans la partie anglophone du Cameroun, qui est une république d'ailleurs, et il n'est pas normal qu'il y ait la common law dans cette partie du pays, et qui est le droit Napoléon, le code Napoléon dans la partie francophone. Quel genre de république sommes-nous? Donc il faut rassembler tout ça, réunifier tout ça, et mettre en place une politique judiciaire, des codes pénaux, des codes civils pour l'ensemble du territoire. On ne peut pas comprendre qu'il y ait dans un même pays, qui est considéré comme une république, qu'il est d'ailleurs, deux poids, deux mesures sur ce plan-là. Et enfin, sur le plan, comment dirais-je, de sport, il faut bien sûr vulgariser la pratique du sport dans toutes les communes du Cameroun en mettant en place une construction systématique des stades municipaux, parce qu'il y va du bien-être, de la santé de tous les habitants aussi, et aussi pour promouvoir, je ne parle pas que du football bien entendu, je parle du sport en général, de promouvoir aussi les jeunes talents qui demain peuvent faire honneur, n'est-ce pas, à la patrie. Et qu'est-ce qu'on fera de ces stades omnisports et ces grands stades qui existent déjà et qui n'ont pas l'air d'être productifs? Qu'est-ce qu'on fait déjà de ces stades-là? Mais écoutez, je crois que c'est le, comment dirais-je, le talon faible, le talon d'Achille, et malheureusement le point faible de certains États africains qui ont toujours coutume de construire de très grands stades très clinquants, mais qui pêchent pareillement que l'entretien criard de ces infrastructures. Bon, pour le cas de Cameroun, vous savez qu'on a nommé Joseph Andrombel comme directeur de ces grands stades-là, mais on n'a pas de suivi, on n'a pas d'information, on n'a pas de communication là-dessus, et c'est dramatique. Je rappelle que, pour prendre l'exemple du stade Olembe, c'était prévu comme étant un complexe avec des hôtels 5 étoiles, le terrain de basket, de handball, de tennis, etc., des piscines olympiques, j'en passe les meilleurs. Mais aujourd'hui, on en est réduit à un stade de football. Donc il faut effectivement non seulement maintenir, n'est-ce pas, la préservation de la qualité de la pelouse et des infrastructures en termes de stade de football, mais en plus aller jusqu'au bout du contrat qui prévoyait un complexe sportif. Et ce qui est vrai pour Olembe l'est également pour le stade de la Réunification et pour bien d'autres stades, parce qu'en vérité, j'ai vu la semaine dernière un match de championnat qui s'est joué à l'annexe d'un stade à Yaoundé, sur un terrain en plein air. Je veux dire que c'est vraiment absolument inadmissible que des équipes de Ligue 1 puissent jouer dans des stades aussi néfastes,
aussi inadapté. Alors que nous avons les stades. Nous avons les stades. Aujourd'hui, le Cameroun, quand même, si je m'en tiens, n'est-ce pas, la citation du président actuel de la CAF, M. Motsepe, a organisé la plus grande CAN de l'histoire de la CAN. Et on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, les joueurs de notre championnat puissent évoluer sur des stades banalisés. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce qui nous arrive? Donc il faut remettre de l'ordre. Et effectivement, à part la prétention, aussi dans le domaine de la politique du sport, de changer radicalement les choses. Et vous avez abordé les stades qui ont été construits à la faveur de la CAN, organisée par le Cameroun en 2021, si je ne me trompe. Est-ce que vous comprenez, Président Célestin Djamène, ces médailles qui ont été décernées spécialement à 44 personnes, considérées comme l'équipe qui a constitué la task force dans la gestion de la CAN 2021 et 2016, je crois, et la gestion des fonds Covid, au moment où il y a de nombreux scandales qui sont relatifs à tous ces événements. Vous comprenez que le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo, décerne des médailles exceptionnellement à 44 personnes. Bon, je ne sais pas, je suis assez perplexe là-dessus, parce que comme la plupart des Camerounais, on a du mal à comprendre, parce qu'effectivement, c'est le président de la République lui-même qui avait diligenté des enquêtes au niveau TCS, au niveau des détournements de fonds en ce qui concerne la CAN 2021 et l'affaire du Covid. Oui. Et parce que les fonds colossaux ont été quand même détournés, oui. Il y a quand même des responsables. Et c'est pour ça que le président de la République lui-même a engagé des enquêtes. Et d'ailleurs, à la suite de ces enquêtes diligentées par le président, il y a eu des rapports, n'est-ce pas, de la Chambre des comptes, oui. Qui a qualifié ces actes de crimes économiques, je cite, et susceptibles de faire l'objet de poursuites judiciaires. Alors tout d'un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé, et il semblerait qu'il y ait eu un autre rapport, mais personne n'a vu ce rapport. Et aujourd'hui, on vient plutôt récompenser, n'est-ce pas, les auteurs, entre guillemets, de ces forfaits. Et ça renverse, c'est renversant, parce qu'en réalité, on ne comprend plus comment on peut partir d'une enquête pour soupçon des détournements de fonds publics. Aujourd'hui, ces personnes sont blanchies. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors même que les rapports de la Cour des comptes que nous connaissons, que nous avons en notre possession, qualifient ces comportements de crimes économiques susceptibles de poursuites judiciaires. Puisqu'ils n'ont pas la force de coercition, c'est-à-dire que le personnel, les membres de la Cour des comptes, de la Chambre des comptes, pardon, n'ont pas le droit d'engager des poursuites judiciaires. Ils ont dit que ces comportements, ces crimes économiques étaient susceptibles, n'est-ce pas, de poursuites judiciaires. Aujourd'hui, ils sont blanchis, c'est-à-dire qu'en fait, la Covid ou bien la Covid-Gate, c'était des fake news, quelque part. C'est des fake news. Donc c'est vrai aussi que le secrétaire général a précisé que les fonds étaient gérés et logés au ministère des Finances. Non, la task force avait pour fonction, n'est-ce pas, de gérer notamment les fonds de la CAN 2021, qui s'est déroulée en 2022, mais il y a eu des prévarications, il y a eu des détournements qui ont interpellé le président lui-même de la République. Et c'est pour ça qu'il a engagé dans l'enquête. Bon, maintenant, il faut quand même qu'on nous dise quel est le passage de la Cour des comptes qui dit qu'il n'y a pas eu de comportement délictueux. Il faut quand même se rappeler que, en tout cas, les premiers rapports qu'on a eus, c'était affligeant, n'est-ce pas, pour le gouvernement. C'était affligeant. Il y a quand même eu plus de 380 milliards décaissés par le FMI pour les fonds Covid. Oui. C'est passé où? Il y a même eu certains aveux de certains ministres, même s'ils se défaussaient sur d'autres collègues, mais en tout cas, on ne peut pas nous faire croire qu'aujourd'hui, que ces personnes-là étaient plutôt blancs comme neige. On a du mal à comprendre. Et très franchement, on a du mal à comprendre. Donc aujourd'hui, on est en train de jeter en pâture. J'ai l'impression que c'est même une provocation, parce que vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. On vous dit, il y a eu un détournement de plus de 1500 milliards pour la CAN, je sais pas moins de 400 milliards pour les fonds Covid, et aujourd'hui on dit non, il ne s'est rien passé, c'est des fake news. Alors, et comprenez, moi je suis comme tout le monde, hein, je me pose des questions.
Entre les grèves Célestin Diamène des enseignants du secondaire et du supérieur, les grèves annulées des transporteurs, les accidents de la route, et ici sur place à Douala, la route de BK17, j'imagine que vous la connaissez, qui est un véritable parcours de combattants pour les étudiants et encadreurs de cette partie de l'université de Douala, qui est délocalisée. On a l'impression qu'une bonne partie des Camerounais va crever d'ici là, parce que ça devient très compliqué. La situation actuelle du pays vous préoccupe-t-elle en tant que président de parti d'opposition? Pas seulement moi, vous aussi, tout le monde, puisque c'est des faits. On n'a pas besoin de faire la politique pour le constater. Oui. Vous parlez de la route de BK14, de BK... Le pire, c'est qu'on semble ne pas avoir des solutions qui sont proposées. C'est ce qui fait peur. C'est la culture de la médiocrité qui est mise en place depuis pas mal de temps. Et on est fatigué de déplorer, mais nous sommes des combattants. On continuera de dénoncer cela parce que c'est inadmissible pour un pays qui est aussi riche, mais qui vit comme dans un quart-monde. Les habitants sont totalement dans la précarité qui n'a pas de nom, alors même que nous vivons dans un pays qui est bourré de richesses. Mais quand je dis bourré, le mot est faible. Le mot est faible. Si ce pays était exploité de manière, comment dirais-je, judicieuse, et que les fruits de cette exploitation, de cette richesse, étaient redistribués à l'ensemble de la population, il n'y a pas de raison qu'effectivement on ait à faire ce genre de situation. Oui, moi j'étais récemment à PK14, même pour y aller, c'est un problème, mais en passant par leur vaisseau. C'est quand même un parcours du combattant. Je ne parle même pas des embouteillages. C'est absolument indécent pour un pays comme le Cameroun. Non, je crois que nous sommes quand même fiers, malgré tout, de notre pays. C'est pour ça que nous avons la force de continuer à lutter pour essayer de faire comprendre à la communauté nationale qu'on ne peut pas se contenter de ce sort. Nous allons tout faire, et APA va nettement y contribuer pour que le changement ait lieu. Parce qu'en vérité, on ne peut pas, des pays qui sont moins lotis que nous, en termes de richesse, s'en sortent quand même. Comprenez? Quand vous allez à Ouagadougou, ou même au Tchad, qui est un pays qui était dans l'abîme il y a simplement 22 ans, aujourd'hui, il y a des routes partout. Moi, je suis dans le N'Djamena, il n'y a pas... Quand le débit papa, débit père était là, mais je vous assure qu'il y a des vrais logements sociaux en N'Djamena, il y a des routes, des belles routes sans nid de poule et encore moins nid d'éléphant en N'Djamena. On ne peut pas comprendre qu'au Cameroun, pays voisin, pays leader en Afrique centrale tout au moins, puisse être dans cette situation-là, notamment par rapport aux infrastructures routières. Et vous voyez récemment l'actualité sur les péages qui sont mis en place avant les routes. Alors quelle est la logique? On ne peut pas mettre en place aujourd'hui, sauf si nous sommes en pleine sorcellerie, des péages, n'est-ce pas, avant les routes. Parce que ce sont les péages qui suivent la construction des routes et non l'inverse. Parce que si vous mettez les péages et que les routes sont en terre, ils ne sont même pas goudronnées, alors on va payer les péages. Pourquoi? Puisque le fruit des péages consiste justement à rouler sur de bonnes routes. Sur les bonnes routes. Alors s'il n'y a pas de route du tout, quel est l'objet du péage? Donc il faudrait que les gens nous expliquent dans ce pays et quel est ce genre de logique de vampiriste qui consiste justement à faire croire aux Camerounais que le blanc est devenu noir, le noir est devenu blanc. Donc il y a vraiment urgence de la pensée, il y a urgence dans la mise en place des personnes non seulement compétentes, mais patriotes. Il faut aimer son pays. Le Cameroun en vaut la chandelle quand même. C'est un grand pays, nos ancêtres y sont enterrés et nous avons un devoir vis-à-vis de ce pays. Vous avez l'impression que ceux qui sont à la tête de ce pays ne l'aiment pas? Quand j'en vois certains comportements, bien sûr, le président de la République a toujours fait voter les budgets conséquents. Parce qu'on ne peut pas dire qu'à presque 7 milliards de budget, on ne peut pas réaliser des choses. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que les ministres n'exécutent plus les projets ou les instructions du président de la République. Et finalement, l'argent qui est mis en place, qui est débloqué, c'est pour qui? C'est pourquoi? Rappelez-vous le discours du président de la République en 2013, qui disent mais comment se fait-il que moins de 44% du budget d'investissement public est exécuté? Alors que l'argent est là. Où va donc l'argent? Donc il faut revenir à une punition sans pitié, n'est-ce pas, de ces prévaricateurs, de ces criminels économiques qui mettent le Cameroun dans tous les États. Ce n'est pas acceptable, vous comprenez? Il faut en finir avec l'impunité, y compris des membres du gouvernement. Il faut sévir.
Il y a quelques ministres qui émergent du lot, n'est-ce pas, ils font du bon travail, mais ça ne suffira pas. Il faut que l'ensemble, n'est-ce pas, du gouvernement puisse être évalué tous les 6 mois à travers une feuille de route. Sinon, on continuera à plonger dans l'abîme. Et c'est insupportable, notamment, vous avez vu les routes partout, vous avez cité PK14, PK17, il n'y a pas que ça. Et dans la 5e, c'est une catastrophe. Les entrées des quartiers sont jonchées, n'est-ce pas, de poubelles absolument nauséabondes. Je ne vous dis pas avec des pluies qui sont en train de se battre à ce moment, c'est aussi des eaux, n'est-ce pas, absolument infectes qui vont couler dans le quartier. Et pitié pour les enfants quand même, n'est-ce pas, qui sont plus fragiles que nous. Donc il y a tout à refaire à ce niveau-là, au niveau de l'infrastructure, au niveau de la santé publique, et ça pose vraiment un grave problème, c'est peu de le dire. Et pour terminer cet entretien de ce matin, Président Célestin N'Djamène, qu'est-ce que le parti à part est en train de faire justement pour être aux affaires dans les prochaines années et apporter des solutions concrètes aux problèmes des Camerounais? Mais pour être aux affaires, il faut travailler. Ah oui. Pour travailler, la première chose à faire... Le travail consiste en quoi? Le travail consiste déjà à aller vers les Camerounais, déployer, mettre en place des structures dans les différentes localités, et puis essayer d'aller vers les Camerounais pour les convaincre, n'est-ce pas, du projet de société du mouvement à part, parce que c'est un projet qui est révolutionnaire pour l'économie, pour la société, pour la justice, et même pour la coopération militaire, parce que j'estime qu'il faut d'abord rendre hommage à nos forces de sécurité qui font un travail ingrat, douloureux, mais très honorable. Il faut donc... dans le conflit actuel du Nozo, par exemple, il faut réhabiliter, n'est-ce pas, le lien entre, n'est-ce pas, les populations et l'armée. L'armée est certes républicaine, mais l'armée doit aussi être populaire, dans le sens que quand il y a des exactions à gauche, à droite, c'est d'abord les populations qui souffrent. Donc ces populations ont, n'est-ce pas, la priorité d'être protégées, et c'est pour ça qu'elles doivent coopérer avec les forces de sécurité pour qu'en fait, ces forces puissent leur venir de manière efficace en aide. Sinon, on va continuer à subir ce qu'on subit aujourd'hui dans nos zones, c'est-à-dire qu'il y a des bandes de voyous, soi-disant combattants, qui viennent s'aimer la terreur et la désolation dans ces différents quartiers. Donc il faut effectivement comprendre que nous avons un projet dans ce sens. L'armée populaire et républicaine, c'est un projet qui est préconisé par le mouvement à part, parce que je pense que l'armée doit être au service du peuple. Et l'armée n'est pas au service d'un individu. Et pour mettre en branle cette idée-là, il faut naturellement mettre en place ce qui a vécu à l'extrême nord, avec beaucoup de succès d'ailleurs dans le cadre de Boko Haram, et ce qui a été vécu positivement là-bas peut également être, n'est-ce pas, répété dans le Nozo. Donc c'est pour ça que nous sommes convaincus qu'il faut, pour arriver aux affaires, expliquer aux Camerounais le fond de notre politique. C'est ce que je fais sur ABK et ce que je fais à chaque fois que vos confrères m'interpellent. J'essaie de donner un petit peu les positions de la part et le projet de société que nous incarnons. Merci Célestin N'Djamène d'être venu sur cette émission de ABK Matin. C'est moi qui vous remercie. Célestin N'Djamène, président de l'Alliance patriotique républicaine, à part, était au micro des Cybernifications ce matin. Nous recevons Cathy Mitsala.